Il y a une vérité inconfortable que la plupart préfèrent ignorer. La vie ne stagne pas parce qu'il manque des rêves, mais parce que nous portons trop de choses qui ne servent plus. Nous nous accrochons à des habitudes et des relations qui épuisent, à des pensées qui répètent toujours la même histoire, à l'attente impossible de plaire à tout le monde. Au lieu d'avancer, nous devenons des experts dans le fait de traîner le passé. Il ne s'agit pas d'avoir plus de volonté, ni d'ajouter plus d'objectifs. Il s'agit de cesser d'hypothéquer notre énergie sur ce qui reste, et non sur ce qui s'ajoute. Le stoïcisme l'a dit il y a des siècles. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Le coût psychologique de soutenir l'insoutenable est invisible, mais réel. Anxiété, frustration, fatigue chronique. Et le pire symptôme est la sensation d'être vivant à moitié, comme si chaque jour était un entraînement éternel à supporter des charges étrangères et personnelles. Si tu ne choisis pas de lâcher prise, le poids finit par choisir pour toi. Il n'y a pas de transformation possible sans le courage de renoncer. Ce n'est pas un discours d'auto-assistance bon marché, c'est une invitation dure et directe à revoir, filtrer et couper. Celui qui veut une année différente doit commencer par se vider de l'inutile, non par se remplir de promesses. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est récupérer de l'espace pour l'essentiel. C'est le mécanisme central de tout changement réel. Il ne suffit pas de désirer la paix, il faut nettoyer le terrain, même si cela fait mal. 2026 n'arrivera pas avec des miracles, il arrivera pour ceux qui s'entraînent à porter moins et à vivre plus. 1. Arrêtez de chercher l'approbation extérieure. Arrêtez de vous mentir. Tant que vous poursuivez l'approbation des autres, vous serez esclave de leurs attentes, pas maître de votre vie. C'est aussi simple que cela. Peu importe combien vous vous efforcez, ni combien de réalisations vous accumulez, si vous avez besoin de la validation extérieure pour vous sentir suffisant, vous serez toujours à la merci de l'opinion des autres. Ce n'est pas une exagération. La dépendance à l'approbation est une chaîne invisible qui vous attache à la médiocrité, car elle vous oblige à agir selon les critères et les désirs des autres, et jamais selon vos propres valeurs. Combien de fois vous êtes-vous arrêté avant de prendre une décision ou d'exprimer ce que vous pensez juste par peur du jugement? Cette autocensure constante épuise le caractère et, ce qui est pire, vous vole la possibilité de construire une vie authentique. Il y a une vérité inconfortable que beaucoup préfèrent ignorer. Celui qui vit en cherchant à plaire à tout le monde finit par se perdre lui-même. Marc Aurèle l'a clairement dit. Si vous vous souciez trop de ce que pensent les autres, vous serez toujours leur prisonnier. Et il n'y a rien de plus épuisant que d'essayer de plaire à tout le monde. C'est un trou sans fond. Chaque fois que vous adaptez votre comportement, vos opinions, même vos rêves, juste pour vous intégrer ou éviter une critique, vous hypothéquez votre liberté intérieure. Car la recherche d'approbation n'est rien d'autre qu'un paiement anticipé. Vous échangez votre paix contre une acceptation momentanée et fragile, une acceptation qui n'est jamais suffisante et qui exige toujours plus. La vie devient une négociation continue avec les désirs des autres, jusqu'à ce que vous oubliez quels étaient les vôtres. Il est temps de cesser de mettre votre estime de soi entre les mains d'inconnus, de membres de votre famille ou de collègues qui ne connaissent même pas votre véritable histoire. Personne d'autre que vous n'a l'autorité pour définir votre valeur. Si vous avez du mal à lâcher ce besoin, regardez-le ainsi. Chaque fois que vous attendez une reconnaissance, vous vous endettez émotionnellement et cette facture arrive toujours avec des intérêts. L'admiration authentique ne se mendie pas, elle se mérite en vivant en cohérence, non en fonction des applaudissements. Le stoïcisme ne demande pas de vous isoler, mais d'apprendre à filtrer, à discerner entre ce qui vous élève et ce qui ne satisfait qu'un vide artificiel. Arrêtez de porter le masque que votre environnement exige. L'enlever peut faire mal, mais il est plus douloureux de continuer à le porter année après année. La véritable liberté commence le jour où vous arrêtez de demander la permission d'être vous-même. Il n'y a pas de vie pleine dans la simulation constante. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour être une copie des attentes des autres.
Si vous voulez avancer avec légèreté et clarté en 2026, commencez par lâcher l'addiction aux applaudissements. Renoncez à l'approbation qui épuise votre énergie et vous verrez comment vous retrouvez force, concentration et dignité. L'opinion des autres ne pèse que si vous la portez. 2. Rompez les liens qui épuisent votre énergie. Il y a des moments où vous rentrez chez vous après une longue journée. Vous enlevez vos chaussures, mais la sensation de fatigue ne disparaît pas. Ce n'est pas physique, c'est autre chose. Une fatigue qui ne s'en va ni avec le repos ni avec les distractions. Votre tête continue de tourner autour des conversations, des tensions, de ce sentiment d'avoir cédé trop, d'avoir dit oui par habitude, d'avoir soutenu les autres, alors que vous n'avez même pas eu le temps de vous écouter vous-même. C'est le signe le plus clair qu'il existe des liens invisibles qui drainent votre énergie chaque jour. Ce n'est pas un hasard si vous vous sentez épuisé avant de dormir ou si vous avez du mal à vous lever avec envie. Il y a des relations, des engagements et des dynamiques qui se sont installés dans votre vie comme une obligation silencieuse. Et même si vous ne le reconnaissez pas toujours, chacune d'elles vous enlève de la force, de la clarté et du focus. La plupart des gens pensent qu'il suffit d'éviter les conflits ouverts pour maintenir la paix. Mais ce qui n'est pas discuté s'accumule. Ce qui n'est pas affronté devient un poids chronique. L'habitude de maintenir des liens par simple inertie, de tenir des conversations creuses ou de supporter des personnes qui cherchent seulement à vous vider émotionnellement est l'une des formes les plus subtiles d'abandon de soi. Au fond, vous savez quels sont ces liens, ceux qui vous font sentir petit, coupable, épuisé ou simplement déconnecté de votre propre centre. Il ne s'agit pas de fuir à la première inconfort, mais de reconnaître quand une relation a cessé d'être un échange et s'est transformée en un fardeau unilatéral. Persister seulement par peur de blesser, pour éviter le vide ou pour répondre aux attentes des autres est une recette sûre pour l'insatisfaction chronique. Rompre ces liens ne signifie pas nécessairement couper les ponts ou devenir froid. Il s'agit plutôt d'apprendre à établir des limites claires, de cesser d'offrir votre temps et votre attention à ceux qui ne voient en vous qu'une source pour leur propre manque. Personne ne peut vivre léger s'il est attaché à des relations qui fonctionnent comme des ancres. L'énergie que vous investissez à soutenir ce qui est insoutenable est de l'énergie qui vous manque pour construire ce qui compte vraiment, pour grandir, pour profiter de la vie avec sérénité. Chaque lien qui épuise est une fuite silencieuse de vitalité. La véritable maturité commence le jour où vous comprenez que vous n'avez pas l'obligation de traîner tout ce que vous avez un jour décidé de porter. On n'avance pas avec un sac à dos rempli de dettes émotionnelles des autres. Se libérer de ces engagements qui n'existent que par habitude ou par peur n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de santé mentale. Vaut mieux un petit cercle qui vous respecte qu'une multitude qui vous presse. Choisissez avec qui vous investissez votre énergie. Personne ne peut s'épanouir sur un terrain stérile. 3. Identifie et élimine les habitudes nuisibles. Je vais être honnête, l'une des choses les plus difficiles que j'ai dû admettre devant moi-même est que beaucoup de mes journées ne sont pas marquées par de grandes tragédies, mais par de petites routines répétées qui me sabotent sans que je m'en rende compte. Il ne s'agit pas de chute monumentale, mais de ces actions mineures. Remettre une décision à plus tard, laisser des choses en suspens pour demain, vérifier le téléphone toutes les 5 minutes, manger sans faim, me dire « juste pour aujourd'hui », qui, additionnés, finissent par éroder le moral, la discipline et la confiance en soi. C'est inconfortable de le reconnaître, car nous avons tous cette image de nous-mêmes comme des personnes raisonnables, capables de contrôler ce que nous faisons. Mais il suffit de s'arrêter avec honnêteté et de passer en revue n'importe quelle semaine pour voir combien de fois nous cédons à des impulsions automatiques. Ce n'est pas un hasard. Le cerveau tend vers ce qui est connu, ce qui est confortable, vers la gratification immédiate, et c'est là que les habitudes nuisibles trouvent un terrain fertile et s'installent comme partie du paysage. Quand je parle d'habitudes nuisibles, je ne fais pas seulement référence aux vices évidents, mais à tout schéma automatique qui t'éloigne de la vie que tu souhaites construire.
Ce sont ces petites concessions, retarder ce qui est important, se perdre dans des distractions, laisser la plainte remplacer l'action, permettre que la fatigue soit une excuse pour ne pas faire ce que tu sais que tu dois faire. Le plus grand danger ne réside pas dans l'ampleur de chaque erreur, mais dans l'accumulation silencieuse de toutes celles-ci. C'est cette usure invisible qui, avec le temps, définit le cours de tes journées. Car personne ne se lève un jour et échoue soudainement. Presque toujours, le véritable échec se prépare dans la répétition de petits actes qui semblent inoffensifs, mais qui, accumulés, déforment le caractère et éteignent la volonté. La racine du problème est que ces habitudes se camouflent en alternatives légitimes de repos, de soulagement ou de soin de soi. Mais en réalité, ce sont des mécanismes d'évasion. Le plaisir immédiat devient un piège lorsqu'il est utilisé pour masquer ce que nous devrions affronter. Le stoïcisme ne propose pas une vie de souffrance, mais une vie consciente, où chaque acte répond à une décision et non à un automatisme. Répéter sans remettre en question est la recette parfaite pour l'insatisfaction chronique. C'est pourquoi la question clé n'est pas « quelle habitude ai-je ?», mais « quelle fonction cette habitude remplit-elle dans ma vie ?» Est-ce une échappatoire? Est-ce une béquille pour ne pas faire face à un inconfort? Être brutalement honnête avec soi-même est le premier pas pour éliminer ce qui intoxique. L'élimination de ces habitudes ne se fait pas par la volonté à court terme, mais par une stratégie délibérée. Identifier le schéma, comprendre le déclencheur, redéfinir la réponse et répéter le nouveau geste jusqu'à ce qu'il devienne ta nouvelle base. Il ne s'agit pas de se battre avec soi-même, mais de rediriger l'énergie vers ce qui construit réellement. Le caractère se renforce dans la répétition de ce qui est juste, pas dans l'exception héroïque. Ce que tu tolères aujourd'hui devient ton plafond demain. Si ce n'est pas toi qui conçois tes habitudes, ce sont tes habitudes qui te conçoivent. La véritable liberté commence lorsque tu te donnes la permission de rompre le cycle. 4. Renonce au désir de contrôle absolu. Il y a des personnes qui avancent dans la vie avec le froncement de sourcils, les poings légèrement serrés et les épaules relevées, comme si tout leur corps était programmé pour anticiper le prochain mouvement de l'univers. Elles s'assoient devant l'ordinateur, vérifiant encore et encore le calendrier, rayant, réorganisant, corrigeant chaque détail jusqu'à ressentir une sorte de contrôle momentané, seulement pour découvrir que l'anxiété ne se dissipe pas, elle change simplement de forme. Le besoin de contrôle absolu est une tension perpétuelle, une boule dans la gorge en recevant une nouvelle inattendue, la mâchoire serrée lorsque quelque chose sort du plan, l'insomnie qui apparaît parce que l'esprit n'accepte pas qu'il y a des variables qu'il ne pourra jamais maîtriser. C'est comme essayer d'aligner chaque pièce d'un gigantesque domino sur un sol qui tremble. L'effort ne finit jamais et la tranquillité n'arrive jamais. La paradoxe est cruelle. Plus tu t'obsèdes à contrôler chaque résultat, plus l'incertitude te blesse, plus la moindre déviation te frustre. Le désir de contrôle n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en rigueur. C'est l'illusion que, si tu anticipes tous les scénarios possibles, tu éviteras la douleur, l'échec ou la honte. Mais la vie, par nature, est imprévisible. Il y a toujours un tournant, une conversation inattendue, un message que tu n'attendais pas, une maladie, une erreur humaine. Tu peux passer des heures à essayer de planifier l'avenir, mais aucun calendrier ne protège du chaos. Celui qui exige des garanties devient l'otage de ses propres prévisions. Le stoïcisme le dit sans détour. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui n'en dépendent pas. Épictète l'a résumé en une seule ligne. La liberté, c'est distinguer l'une de l'autre. Cette ligne est fine, mais c'est la frontière entre l'épuisement et la sérénité. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de lâcher prise. Lâcher l'idée que tu as du pouvoir sur tout ce qui se passe. Lâcher la prétention que ta valeur dépend du résultat. Le contrôle absolu est impossible, et l'attente de l'atteindre n'engendre que frustration. Être responsable n'est pas la même chose qu'être omnipotent. Le véritable contrôle est d'accepter la marge d'incertitude et d'apprendre à te déplacer à l'intérieur sans perdre ton calme.
Il y a une phrase que tu dois te tatouer dans la mémoire. Ce que tu ne peux pas contrôler ne doit pas te gouverner. L'obsession du contrôle est une fuite massive d'énergie. Pendant que tu te consumes par ce qui est incontrôlable, tu négliges la seule chose sur laquelle tu as un véritable pouvoir. Tes décisions, ton attitude, ta réaction. C'est ta sphère. Le reste, peu importe combien tu serres les dents, suivra son cours. Choisis bien tes batailles. Ne laisse pas l'anxiété pour l'avenir te voler ta présence dans le présent. Contrôle ta réponse, pas l'univers. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être le directeur de chaque scène, mais le protagoniste de ta propre réaction. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est laisser de l'espace pour ce que tu peux vraiment construire. 5. Ajuste tes attentes à la réalité. La réalité ne négocie pas avec tes attentes. C'est la vérité qui fait le plus mal et celle que tu veux le moins accepter. Tu peux construire des châteaux mentaux, créer des scénarios parfaits, exiger que les gens soient justes, que la vie s'organise à ta mesure, que l'effort est toujours une récompense immédiate. Mais le monde ne te doit rien. L'auto-tromperie commence lorsque tu te crois en droit d'attendre des résultats, des certitudes, que tout fonctionne comme tu l'imagines. Et quand la vie ne suit pas ton scénario, tu appelles cela de l'injustice, alors qu'en réalité, c'est juste la conséquence de croire que tu peux imposer des conditions à ce que tu ne contrôles pas. Il n'y a pas de pire piège que l'illusion de mériter quelque chose simplement parce que tu le désires ardemment. Des attentes démesurées sont une fabrique de déception et de frustration. Ce n'est pas l'environnement qui te brise, c'est ton incapacité à ajuster ton regard à ce que tu as réellement devant toi. Jusqu'à quand vas-tu permettre que l'idéal sabote ta capacité à apprécier ce que tu as vraiment? Attendre que les autres agissent comme tu agirais, que les projets se déroulent toujours comme tu les as planifiés, que ton partenaire devine ce que tu penses, que tes amis ne te déçoivent jamais. Tout cela, c'est mettre ton état émotionnel entre les mains de l'improbable. Le stoïcisme le dit clairement, tu souffriras dans la mesure où tu t'accroches à une image irréelle du monde et des gens. Ce n'est pas de la résignation, c'est une maturité brutale. Si tu insistes pour exiger la perfection, tu ne feras que vivre en guerre avec l'évidence. Ajuster tes attentes n'est pas se rendre, c'est cesser de frapper un mur en espérant qu'il se transforme en porte. C'est un acte d'intelligence et d'estime de soi, pas de faiblesse. Tu souffres moins quand tu comprends plus. Beaucoup se croient positifs parce qu'ils visualisent le meilleur résultat. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la naïveté si cela n'est pas accompagné d'une acceptation réaliste. Sénèque l'a écrit sans anesthésie. La majeure partie de notre souffrance provient de la différence entre ce que nous attendons et ce qui se passe. Si ta paix dépend du comportement du monde selon tes désirs, tu seras toujours à un pas de la colère ou de la déception. Ta sérénité n'est véritable que lorsqu'elle n'a pas besoin de garanties externes. Cesse d'attendre que la vie te demande la permission de te surprendre. Commence à entraîner le muscle de la flexibilité interne, car c'est ainsi que tu auras une marge de manœuvre lorsque la réalité te déstabilisera. Ajuster ses attentes n'est pas du cynisme, c'est prendre soin de soi. L'exigence perpétuelle que tout se passe bien est le pire filtre mental que tu puisses adopter. C'est une condamnation auto-imposée. La vie n'est pas un contrat, c'est un scénario changeant. Ne perds plus de temps à pleurer sur ce qui n'a pas été, ni sur ce que les autres ne t'ont pas donné. La maturité se mesure à la distance entre ce que tu désires et ce que tu acceptes. Celui qui s'adapte ne se brise pas. Si tu veux vraiment avancer léger en 2026, lâche la fantaisie que tu as droit à une vie sans friction, car cette attente est celle qui te vole la paix. 6. Apprends à céder dans les discussions. Accepter que céder dans une discussion n'est pas perdre, mais gagner en clarté, est l'une des vérités les plus inconfortables que tu peux affronter. Ton impulsion initiale, presque toujours, est de défendre ta position coûte que coûte, de sentir que ton point de vue est le seul qui mérite d'être entendu, même lorsque tu ne te souviens plus si cette raison correspond à ta véritable conviction ou simplement
à un mécanisme automatique de fierté. S'accrocher à la nécessité d'avoir toujours le dernier mot est l'un des fardeaux les plus lourds et les moins productifs que tu peux porter. Je le sais parce que cette impulsion est universelle. Nous sommes tous tombés dans ce piège. Discuter jusqu'à l'épuisement par peur de céder, par peur de perdre du statut ou de montrer de la faiblesse, ne fait que renforcer une image interne de rigidité et t'oblige à soutenir un personnage que, au fond, tu n'apprécies même pas d'interpréter. S'accrocher à la raison absolue est souvent une tentative désespérée de protéger l'estime de soi, même si la plupart du temps, cela ne fait que la fragmenter encore plus. Le mécanisme est subtil. Tu confonds céder avec capituler, alors qu'en réalité, céder peut être un acte d'intelligence et de maturité émotionnelle. L'ego, qui interprète toute différence comme une attaque personnelle, te murmure que si tu ne défends pas ta position, tu deviens invisible, irrélevant. C'est le mensonge central qui alimente beaucoup de tes discussions les plus épuisantes. Arrête-toi un instant et demande-toi vraiment, ce que tu défends aujourd'hui est-il si crucial ou n'est-ce qu'une extension de ta peur de paraître moins? La plupart des conflits verbaux ne concernent pas des idées, mais plutôt l'identité. Tu luttes pour te sentir respecté, pour valider ton estime de soi, même si la bataille te laisse émotionnellement épuisé et mentalement tendu. Souvent, continuer à discuter n'est qu'une manière de te distraire du vide qui surgit lorsque tu n'as pas raison. Ta valeur ne dépend pas de gagner des débats. Elle dépend de ta capacité à lâcher prise sur le besoin d'avoir toujours le dernier mot. Céder ne signifie pas effacer tes limites ni devenir soumis, mais reconnaître qu'il y a des situations où insister ne fait que multiplier la tension et t'éloigner de ce qui compte vraiment. La connexion, la paix intérieure, la clarté mentale. Choisir le silence ou accepter le point de vue de l'autre est un acte de force, non de faiblesse. Chaque fois que tu renonces à une dispute inutile, tu récupères de l'énergie, de la santé et de l'espace mental. L'esprit s'entraîne. Plus tu pratiques le renoncement à la raison absolue, plus il devient facile de discerner quand il vaut la peine de défendre une idée et quand il est préférable de lâcher prise. Personne n'avance léger en portant l'armure de la fierté. Examine ton histoire. Les discussions les plus longues ne t'ont presque jamais offert de satisfaction durable, seulement une tension accumulée et une gueule de bois émotionnelle difficile à digérer. Apprendre à céder est, au fond, apprendre à prioriser ta tranquillité au-dessus de ton image. La vie ne te récompense pas pour avoir gagné toutes les discussions, mais elle te libère lorsque tu cesses d'en avoir besoin. Je l'ai dit au début et je le répète, lâcher la raison peut sauver ta paix. La sérénité pèse moins que la fierté. 7. Réduisez le bruit numérique dans votre vie. Le téléphone vibre sur la table pendant que vous essayez de terminer une tâche simple. La notification d'un message, puis une autre d'un groupe, ensuite une alerte de mail et, sans vous en rendre compte, vous sautez d'application en application comme si chacune réclamait un morceau de votre attention. À la fin de la journée, vous découvrez que votre esprit est dispersé, saturé de fragments d'informations, avec la sensation de n'avoir réellement accompli rien d'important. La fatigue mentale ne provient pas seulement de l'effort, mais de la fragmentation constante à laquelle vous soumettent les stimuli numériques. C'est ainsi que fonctionne le bruit numérique, un flux continu de demandes externes qui interrompent, distraient et épuisent la concentration. Ce n'est pas seulement une question de perdre du temps, mais de perdre le focus, la clarté et surtout la capacité de se connecter avec soi-même sans intermédiaire. Le véritable problème n'est pas la technologie en elle-même, mais la relation de dépendance et le manque de filtre face à ce que vous consommez. Chaque fois que vous laissez le téléphone dicter vos priorités, vous renoncez à la possibilité de choisir intentionnellement où vous investissez votre énergie mentale. Le flux ininterrompu de nouvelles, de vidéos et de messages active des mécanismes de gratification immédiate qui intoxiquent l'autocontrôle et affaiblissent la volonté. Le résultat est un esprit entraîné à la dispersion, habitué à sauter d'un stimulus à l'autre sans jamais s'arrêter pour approfondir quoi que ce soit.
Cet entraînement invisible finit par éroder la capacité de consacrer du temps soutenu à ce qui compte vraiment et, avec le temps, génère une sorte de brouillard interne où tout semble urgent, mais rien n'est essentiel. L'effet cumulatif est plus grave qu'il n'y paraît. L'attention détériorée affecte la qualité de vos décisions. La mémoire en souffre, les impulsions automatiques prennent le dessus et il devient de plus en plus difficile de soutenir une pensée complexe sans ressentir la tentation de se distraire. Ce n'est pas un hasard si de nombreux projets personnels restent inachevés ou s'il est si difficile de trouver des moments de véritable silence mental. La technologie, sans discipline, devient le plus grand voleur de votre capacité à vivre le présent en profondeur. Si vous ne choisissez pas ce que vous laissez entrer dans votre esprit, vous finissez par être un spectateur passif de la vie des autres, accumulant des données irrélevantes et remettant à plus tard votre propre croissance. La solution n'est pas de renoncer à la technologie, mais de la domestiquer, établir des moments sans écran, éliminer les notifications inutiles, épurer vos sources d'informations et protéger votre temps de qualité comme s'il s'agissait d'une ressource rare. Il faut concevoir un environnement numérique qui travaille en votre faveur et non contre vous. Chaque minute que vous récupérez de la dispersion numérique est une minute que vous pouvez investir pour vous construire, pour penser clairement, pour vraiment vous reposer. L'esprit ne fleurit pas sur un terrain sursaturé de stimuli. Éliminez l'excès. Récupérez votre attention. Votre temps mental est votre actif le plus précieux. Protégez-le avec la même discipline que vous appliqueriez à votre santé physique. Moins de stimuli, plus de présence. C'est ainsi que l'on avance léger. 8. Remets en question tes pensées récurrentes. Je vais le dire sans détour. Il y a des pensées que je ne supporte pas dans ma propre tête, mais qui reviennent encore et encore, comme une goutte qui tombe et que tu ne peux ignorer, peu importe combien tu augmentes le volume de la musique ou fermes les portes. Parfois, je me surprends à marcher dans la rue avec un air tendu, les sourcils froncés, repassant une scène ancienne, une phrase que quelqu'un a lâchée il y a des mois, une erreur stupide que plus personne ne se rappelle. Le corps le ressent, les épaules se chargent, la mâchoire se durcit, le rythme de la respiration change, même si l'environnement est calme. Ce n'est pas le présent qui pèse, c'est cette séquence de pensées répétées qui ne laisse pas de place pour quelque chose de nouveau. Tu regardes ton téléphone, tu essaies de te distraire, mais il suffit d'un silence pour que revienne la même idée usée, le même jugement, le même doute. C'est la prison la plus invisible de toutes, celle de vivre gouverné par des pensées que tu ne remets jamais en question, que tu ne fais que répéter. As-tu remarqué comment tu te parles lorsque tu échoues ou lorsque quelque chose se passe différemment de ce que tu attendais? Ce n'est pas une voix bienveillante, ce n'est pas neutre, c'est souvent dur, implacable. Toujours la même chose, tu n'apprends jamais. Cela t'est déjà arrivé, tu ne changes jamais. Ce sont des phrases sèches, automatiques, qui apparaissent sans que tu les invites. Et le plus dangereux, c'est qu'avec le temps, cette voix devient le filtre à travers lequel tu vois le monde et te vois toi-même. Un filtre sale ne laisse pas passer la lumière. Il est difficile de l'admettre, mais beaucoup des limites que tu crois avoir ne sont pas réelles. Ce sont des histoires internes que tu as répétées tant de fois qu'elles sonnent comme une vérité. La pensée négative récurrente est une sorte d'entraînement inversé. Chaque répétition renforce une version limitée de toi jusqu'à ce que tu trouves impossible d'agir différemment. Le plus absurde, c'est que la plupart de ces pensées ne sont même pas les tiennes à l'origine. Quelqu'un les a semées, tu les as vues à la maison, à l'école, dans la culture, et tu les as adoptées sans questionner. Elles restent là parce que tu ne t'es jamais arrêté pour les regarder en face. Vivre ainsi, c'est comme avancer avec une pierre dans la chaussure et te convaincre que cette douleur est normale. Le stoïcisme ne demande pas de nier tes pensées, mais exige que tu les examines de près. Demande-toi, est-ce que ce que je me répète est un fait ou une interprétation? Est-ce que cela sert à quelque chose de le porter, ou cela me freine-t-il simplement? Une pensée qui n'est pas examinée
est une pensée qui te gouverne. Tu n'es pas responsable de ce qui apparaît dans ton esprit, mais tu l'es de ce que tu choisis de croire et de nourrir. L'esprit se façonne comme le fer rouge. Il ne change de forme que si tu appliques pression et conscience. Remettre en question tes pensées récurrentes n'est pas un luxe intellectuel, c'est un besoin fondamental si tu veux avancer sans le poids invisible de croyances étrangères et de jugements automatiques. Change ton dialogue intérieur et tu changeras ta réalité. Tout ce que tu penses n'est pas vrai, souviens-toi de cela. La liberté intérieure commence le jour où tu cesses d'accepter n'importe quelle pensée comme une loi. Choisis quelle pensée mérite ton énergie. Tout le reste est un fardeau mental. 9. Évite de te comparer constamment aux autres. Se comparer, c'est comme essayer de mesurer ta valeur avec une balance truquée. Peu importe combien tu ajustes le poids, le résultat est toujours manipulé et jamais en ta faveur. Tu passes ta vie à examiner le panier des autres, à calculer les réussites, les corps, les partenaires, les salaires, les voyages, les talents, pour voir si enfin tu arrives à sentir que tu n'es pas en retard, que tu n'es pas le retardataire d'une course invisible. Mais cette comparaison est un poison lent. Au lieu de regarder tes propres progrès, tu t'obsèdes avec les kilomètres que les autres prétendent avoir parcourus, mesurant ta valeur avec une règle qui change de taille selon l'humeur du jour. C'est absurde et pire encore, autodestructeur. Il n'y a pas de paix pour celui qui se compare, seulement une insatisfaction chronique qui te pousse à courir sans savoir où, simplement parce que les autres semblent aller plus vite. L'excuse habituelle est que la comparaison sert de motivation. Mais c'est le mensonge le plus rentable du système. On te vend l'idée que si tu t'inspires des autres, tu vas te surpasser, alors qu'en réalité, tu ne fais qu'alimenter un sentiment constant de manque. Personne ne publie ses défaites. Personne ne montre le prix de ses victoires. Personne n'expose la facture émotionnelle de ses succès apparents. Mais toi, dans un acte absurde d'auto-tromperie, tu te punis de ne pas atteindre une version éditée et filtrée de la vie des autres. Le résultat est prévisible. Chaque progrès personnel perd de sa valeur. Chaque réussite devient une miette, car il y a toujours quelqu'un à admirer. Ainsi, l'esprit s'entraîne à l'insatisfaction. Tu transformes la vie en une compétition constante, même si le trophée n'existe même pas. La comparaison ne te rend pas plus fort, elle te rend plus faible. C'est un drainage d'énergie brutal, une fuite d'estime de soi qui ne se voit pas dans le miroir, mais qui se manifeste dans l'attitude quotidienne. Tu cesses de célébrer tes petites victoires parce qu'elles te semblent insignifiantes face au théâtre des grandeurs des autres. Tu cesses d'essayer par peur d'échouer publiquement, car le regard des autres pèse plus que ton propre jugement. Ainsi, la médiocrité s'entraîne, en cherchant une validation sur un podium qui n'existe que dans ta tête. Personne ne se libère tant qu'il continue à concourir dans des courses inventées par d'autres. Si ta valeur dépend de la comparaison, elle ne sera jamais suffisante. Coupe le cycle maintenant. Tu n'es pas venu dans ce monde pour répéter le script de quelqu'un d'autre. La seule compétition légitime est avec toi-même, avec la version d'hier, pas avec la vitrine superficielle des autres. Chaque fois que tu te compares, tu gaspilles de l'énergie que tu pourrais utiliser pour grandir, pour apprendre, pour avancer vraiment. Comparer, c'est perdre d'avance. Arrête de donner ta tranquillité à une balance qui ne s'équilibre jamais. Si tu veux avancer léger en 2026, entraîne la discipline de regarder ton propre chemin. Ce que les autres réalisent ne définit pas ce que tu es capable de construire. Élimine la comparaison et tu retrouveras le pouvoir d'évaluer ton propre processus. Personne ne gagne en vivant en fonction du score des autres. 10. Fais de la place pour ce qui compte vraiment. Tu ne peux pas remplir une vie épanouie si elle est saturée de l'inutile. C'est ainsi que fonctionne l'équation intérieure que presque personne n'ose remettre en question. Ce n'est pas le manque d'opportunités ni de potentiel qui te freine, mais l'espace occupé par ce qui ne sert plus, mais que tu refuses de lâcher. L'essentiel ne consiste pas à ajouter plus d'activités, plus d'engagement, plus d'objectifs, plus d'objets ou même plus de personnes.
L'essentiel a besoin d'espace, et cet espace n'existe que lorsque tu décides de vider, démonter, nettoyer. Le plus grand auto-illusion est de croire qu'un jour tu auras le temps pour l'important tout en continuant à t'accrocher à l'accessoire par pure inertie émotionnelle ou peur du vide. Le mécanisme intérieur est subtil. Tu accumules des habitudes par habitude. Tu maintiens des conversations pour éviter le silence. Tu conserves des idées anciennes parce que tu ne sais plus qui tu serais sans elles. Tu remplis ton agenda et ta tête avec l'urgent, mais tu laisses en attente ce qui te construirait vraiment. Ce n'est pas un manque de clarté, c'est une peur de la perte, de l'inconfort de rester avec moins, même si ce moins est la seule chose qui peut te rendre la paix. L'esprit s'entraîne à survivre parmi les accumulations, le cœur à les justifier. Tu te convaincs que tout ce que tu portes est indispensable, mais en réalité, c'est juste familier. La peur de lâcher prise et la peur de te retrouver avec toi-même, sans distraction, sans excuse, sans endroit où cacher ce que tu ne veux pas regarder en face. Il y a une vérité inconfortable que peu admettent. L'espace intérieur se gagne par des renoncements, pas par des ajouts. Fais de la place et l'essentiel apparaîtra. C'est une loi intérieure qui ne faillit jamais. Mais cela nécessite du courage pour désarmer les routines, revoir les liens, laisser mourir des idées usées et mettre en pause l'urgence chronique de produire, répondre et plaire. Ce n'est pas un processus confortable ni immédiat. L'esprit résiste, proteste, exige des preuves que tu ne perdras pas quelque chose de précieux. Mais ce qui compte vraiment ne se perd jamais en lâchant le superflu. Cela ne se révèle que lorsque la surface cesse d'être saturée. Si tu veux avancer avec légèreté et clarté, la question n'est pas ce que tu peux faire de plus, mais ce que tu peux arrêter de faire. Qu'est-ce qui mériterait de sortir définitivement de ta vie pour libérer de l'énergie, du temps et de l'attention? L'abondance réelle est le résultat de l'élimination. Tout espace que tu récupères par un renoncement conscient est un investissement direct dans ton bien-être. L'esprit a besoin de silence pour distinguer l'essentiel de la distraction. Fais de la place pour ce qui compte vraiment. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Chaque fois que décembre se profile, le système met en marche sa machinerie et sans nous en rendre compte, nous devenons des pièces parfaitement programmées. On nous ordonne de célébrer, de dépenser, d'offrir, de porter un toast, de nous comparer et de nous endetter, comme si le calendrier dictait la direction de notre vie et de notre énergie. Il ne s'agit pas seulement de lumières et de souhaits, mais d'une chorégraphie collective qui, année après année, nous entraîne vers l'épuisement, l'anxiété et une dette qui pèse plus que n'importe quel toast vide. Quand a été la dernière fois que tu as vraiment choisi comment vivre ces dates? La vérité inconfortable est que la plupart participent par habitude, par peur d'être le différent, par incapacité à supporter le poids de l'inconfort social. Le système le sait. Tant que tu te distrais à accomplir des rituels imposés, tu te déconnectes de ta volonté et ta liberté s'affaiblit en silence. Ici, la discipline stoïque n'est pas un ornement philosophique, mais un bouclier. Apprendre à observer, filtrer et résister à la manipulation est un acte de rébellion. Tu n'es pas libre si tu répètes ce que tout le monde fait. Ce qu'on te vend comme célébration est en réalité un mécanisme calculé pour que tu continues à courir dans la roue. Tu vas découvrir pourquoi la véritable autonomie ne commence pas par un toast, ni ne se termine par un compte vide, mais au moment exact où tu décides de cesser de vivre selon le scénario des autres et commences à regarder de face le coût réel de chaque acte. La liberté ne se célèbre pas, elle se construit pas à pas, en dehors du théâtre collectif. 1. Remets en question le sens de chaque célébration. La plupart des gens célèbrent sans comprendre pourquoi. C'est la réalité inconfortable. Tu te traînes d'un rituel à l'autre, simplement parce que c'est ce qui est attendu, parce que c'est dicté par le calendrier, parce que c'est ce que font tous ceux qui t'entourent. Tu ne remets pas en question, tu te contentes de répéter. Et dans cet acte automatique, tu livres ton énergie, ton argent et ton temps.
à un système qui se nourrit de ton obéissance aveugle? Crois-tu vraiment que faire des cadeaux, s'endetter et feindre la joie est un acte de liberté? Ce n'est pas le cas. C'est de la programmation. C'est la répétition d'un schéma qui ne t'appartient même pas, mais que tu défends bec et ongle parce qu'il te donne un minimum de sentiment d'appartenance et parce que le défier te ferait sentir mal à l'aise en dehors du troupeau. Cet inconfort est précisément la porte que tu ne veux pas franchir, car il exige que tu penses par toi-même et que tu assumes le coût d'être différent. C'est brutal, comme on t'a appris à associer célébration avec dépense, avec excès, avec l'obligation d'aller bien et de paraître heureux, même si à l'intérieur, la fatigue et l'insatisfaction s'accumulent comme une dette émotionnelle qui ne se termine jamais de se rembourser. Tu as appris à mesurer la valeur d'une date par la taille du banquet, la quantité de cadeaux ou le nombre de photos souriantes que tu parviens à publier sur les réseaux. Mais tu t'arrêtes rarement pour te demander « Quel est le véritable sens de tout cela pour moi ?» Que recherchais-je, au-delà de suivre le scénario imposé par la culture et le marché? Chaque fois que tu acceptes cette célébration sans filtre, tu renforces le mécanisme de contrôle mental que d'autres ont conçu pour toi. Tu n'es pas le protagoniste, tu es une pièce de la machine. Chaque toast sans conscience est un pacte silencieux avec ta propre insatisfaction. Il ne s'agit pas de détester les fêtes, ni de devenir un ermite amer. Il s'agit de retirer le bandeau et de voir la structure qui soutient cette illusion collective. Si tu ne prends pas la responsabilité de remettre en question le sens de chaque célébration, tu vas continuer à être piégé dans le cercle épuisant des attentes externes, de la comparaison constante et du consumérisme programmé. Personne ne va briser ce cycle pour toi. Tu n'as pas le droit de te plaindre de la fatigue, de la dette ou du vide si tu n'es pas capable de regarder ces dates d'un regard froid et direct. Si tu refuses d'analyser pourquoi tu célèbres, alors tu mérites la gueule de bois émotionnelle et financière qui arrive ensuite. Personne ne t'oblige à suivre le scénario, seulement ta peur de te sentir mal à l'aise et ta paresse mentale à défier la coutume. Le stoïcisme n'est pas seulement méditer en silence ni réciter de belles phrases. C'est un outil brutal pour briser les mandats sociaux et couper les chaînes invisibles de la manipulation. Remettre en question le sens de chaque célébration est un acte de rébellion psychologique. Cela t'oblige à identifier où se termine ta volonté et où commence le conditionnement collectif. Cela te met face au miroir de tes propres excuses et t'oblige à voir le véritable prix de ton confort. Célébrer sans sens, c'est se rendre sans se battre. C'est la phrase que tu dois garder en mémoire lorsque l'impulsion de suivre le courant est plus forte que ton désir de vivre avec intention. Ne cherche pas d'excuses. Si la célébration ne construit pas ton caractère, si elle te vide de l'intérieur et de l'extérieur, si elle n'existe que par peur de rester à l'écart, alors c'est de la poubelle émotionnelle et tu dois avoir le courage de la rejeter. L'autonomie ne se hérite pas, elle se conquiert. Chaque fois que tu refuses de revoir le sens de ce que tu célèbres, tu t'éloignes de la liberté et tu t'enchaînes un peu plus au système. Remettre en question est le premier acte de liberté. Tu ne dois rien aux dates, ni aux coutumes, ni à la pression sociale. Tu te dois de l'honnêteté, et cela commence par regarder de front le design artificiel des célébrations, et décider, une fois pour toutes, si tu vas continuer à obéir ou si tu vas commencer à vivre selon tes propres termes. 2. Protège ton attention des stimuli massifs. Tu entres dans un magasin un jour de décembre et la première chose que tu remarques est l'assaut de lumière, de musique répétitive et d'offres à chaque coin. Il n'y a pas de répit. Tout est conçu pour capter ton attention et diriger tes pas. Tu ressens la pression, même si tu ne l'identifies pas immédiatement. C'est une machinerie qui connaît tes points aveugles. La peur de rester à l'écart, le désir d'appartenir, le besoin de te sentir partie intégrante de quelque chose. Dans cet environnement, ton attention cesse de t'appartenir. On te l'arrache, on la fragmente, on la vend. Tu penses à juste un achat et tu finis avec des sacs que tu n'avais jamais prévus.
justifiant chaque dépense, comme si tu devais te convaincre que c'était nécessaire. Ce qui semble être une décision spontanée est un scénario que d'autres ont écrit pour toi. Et tu ne t'en rends compte que lorsque tu ressens le poids du regret quelques heures plus tard dans la solitude de ta maison. Céder ton attention, c'est céder ton pouvoir. C'est le piège que tu vois le moins et que tu paies le plus. Le mécanisme est subtil mais brutal. Tout est construit pour activer tes réflexes émotionnels, pas ta pensée critique. Il suffit d'une annonce bien placée, d'une chanson d'enfance, d'un message de juste aujourd'hui pour que ton esprit baisse sa garde. C'est là que tu échoues la plupart du temps, non pas parce que tu es faible ou naïf, mais parce que ton environnement a été créé pour te surstimuler et épuiser ton autodiscipline. La saturation de stimuli te rend réactif, te convainc de besoins qui n'existent pas et te fait oublier que ton attention est limitée, que tu ne peux pas la répartir indifféremment sans te perdre dans le processus. Chaque fois que tu acceptes cette surcharge, ta volonté s'affaiblit un peu plus, comme un muscle que tu cesses d'entraîner. Il ne s'agit pas seulement d'annonces et de vitrines. Les stimuli massifs arrivent aussi déguisés en messages familiaux, en invitations sociales, en la pression constante de bien paraître devant les autres. Tu commences à vivre à travers les attentes des autres, ajustant chaque geste pour t'intégrer et plaire, tandis que ton attention se dilue dans ce que les autres attendent de toi. C'est là que le système gagne, quand ta propre voix devient si faible que tu ne la reconnais plus. Tu cesses de te demander ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Quel sens réel ont tes actions? Tu commences à réagir au lieu de choisir. La différence entre autonomie et obéissance est, bien souvent, la qualité de ton attention. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu comme une défense pratique et brutale. Il ne s'agit pas d'éviter le monde, ni de refuser de participer, mais de choisir délibérément où tu places ton attention et quels stimuli tu autorises à entrer. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux entraîner ton esprit à ne pas se laisser kidnapper par chaque stimulus conçu pour te manipuler. L'attention est la porte de l'esprit. Si tu ne la protèges pas, tout le reste s'effondre. La discipline commence dans ce petit espace entre l'impulsion externe et ta réponse interne. C'est là que se forge le véritable caractère. Dans la capacité à filtrer, à dire non, à choisir consciemment à quoi tu prêtes attention et à quoi tu refuses de répondre, même si cela te coûte de l'inconfort, même si cela implique de décevoir les attentes des autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une autodéfense psychologique. La prochaine fois que tu ressens l'avalanche de stimuli, arrête-toi un instant. Demande-toi si ton attention est utilisée ou si elle est volée. Cet instant de conscience est le premier pas pour reprendre le contrôle que l'on exige tant de céder. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire, parce que celui qui ne protège pas son attention finit par vivre la vie que d'autres ont choisie. 3. Décide de ta consommation, ne la suis pas. Je reconnais que pendant des années, ma consommation n'a jamais été une véritable décision. C'était une réaction déguisée en choix, une réponse automatique à ce que l'environnement me demandait. Une somme de petites concessions que je n'ai jamais suffisamment remises en question. Chaque fois que je me trouvais face à la tentation d'acheter, je trouvais toujours une excuse. Le cadeau pour ne pas faire mauvaise impression, la nourriture supplémentaire au cas où il en manquerait, des vêtements neufs parce que l'occasion le mérite, la dette sous prétexte que cela se paiera plus tard. Au fond, j'étais incapable de distinguer ce que je voulais vraiment de ce que le système, la famille ou l'habitude m'avaient programmé à désirer. Ma consommation était le reflet de mon insécurité, de mon besoin d'approbation et de ma peur de me sentir hors de place. Il est difficile d'admettre que derrière chaque dépense inutile se cachait un renoncement silencieux à ma propre autonomie. Si tu l'analyses froidement, la logique de la consommation imposée pendant ces périodes fonctionne comme une machine parfaitement huilée. Les stimuli arrivent en cascade, d'abord la pression sociale, puis la comparaison, et enfin la promesse trompeuse que l'achat de quelque chose résoudra un manque intérieur. La séquence est précise.
On te fait sentir insuffisant, on t'offre une solution emballée et on te félicite de participer. Ainsi, tu deviens un rouage de plus, répétant des mouvements qui semblent volontaires mais qui ont un propriétaire extérieur. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Le système sait que tant que ta décision de consommer est réactive, tu es prévisible et manipulable. Il n'y a pas de liberté là-dedans, juste une illusion de contrôle. La clé réside dans la manière dont tu décides où va ton argent et ton énergie. Il ne s'agit pas de diaboliser la consommation, mais de démasquer son origine. Si ce que tu achètes répond à une pression, à une peur ou à un besoin de t'intégrer, le coût est toujours plus élevé qu'il n'y paraît. Le prix ne se trouve pas seulement sur le ticket de caisse, mais dans la fracture de ton caractère, dans l'affaiblissement de ta volonté, dans cette fatigue silencieuse que tu ressens après avoir cédé encore une fois. La différence entre décider et suivre réside dans le filtre mental que tu appliques avant d'agir. Te poser, de manière inconfortable et honnête, la question de l'origine de cet élan et à qui il profite réellement. Reprogrammer la consommation est un travail inconfortable, car cela implique de mettre des limites là où il n'y avait auparavant que des habitudes. Cela signifie dire non même si cela dérange les autres, supporter le regard de désapprobation et résister à l'envie de te justifier chaque fois que tu choisis différemment. C'est entraîner ton attention pour que le désir ne soit pas un reflet, mais une conséquence logique de tes valeurs. Le stoïcisme le dit sans détour. Tu n'es pas libre tant que tu continues à acheter ce dont tu n'as pas besoin. Cette phrase est brutale, mais nécessaire. Parce que chaque décision de consommation, si petite soit-elle, est aussi une décision sur qui a le contrôle de ta vie. Rien de tout cela n'est théorique. C'est un exercice quotidien de filtrage, de mise à l'épreuve de tes véritables priorités et de rappel que la consommation ne te définit pas, ne te donne pas de valeur et ne te protège pas de la solitude ou de l'inconfort. La consommation délibérée est une déclaration d'indépendance mentale. Chaque fois que tu choisis en pleine conscience, tu récupères un peu de ce pouvoir qui t'a été silencieusement arraché. Décide de ta consommation, ne la suis pas. Cette différence, bien qu'elle semble petite, est le seuil entre une vie conçue par d'autres et une vie choisie par toi. Personne ne peut le faire à ta place. La responsabilité est inconfortable, mais c'est aussi le seul chemin vers la véritable liberté. 4. Redéfinis la valeur de ton énergie. Pense à cela comme à la batterie d'un téléphone que tout le monde peut voir. Chaque geste d'approbation que tu offres, chaque engagement que tu acceptes par habitude, chaque heure passée dans des conversations qui te vident, épuise ta charge sans que tu ne t'en rendes compte. Il n'y a pas d'alarme, pas d'avertissement, juste cette lente descente du niveau interne jusqu'à ce que la fatigue te surprenne et que tu ne te souviennes plus où est passée ton énergie. Les autres, tout comme des utilisateurs affamés de Wi-Fi public, se connectent à ta réserve chaque fois que tu cèdes par inertie, chaque fois que tu offres ton temps à ce qui ne te rapporte rien et qui ne t'importe pas. La ville bouillonne autour de toi, les messages clignotent sur l'écran, le calendrier se remplit de rendez-vous et de réunions que tu n'as pas vraiment choisis. Dans ce scénario, le corps se déplace, répond, sourit et acquiesce. Mais l'esprit reste en arrière, comme quelqu'un traînant une valise trop lourde dans un aéroport sans fin. C'est là que la valeur de ton énergie doit être redéfinie, car personne d'autre ne le fera pour toi. La culture et le marché fonctionnent selon une logique de pillage silencieux. Ta disponibilité est une monnaie d'échange, ta présence physique une ressource à exploiter, ton enthousiasme un produit en promotion qui est attendu sans négociation. Observe les visages lors de n'importe quelle réunion de Noël. Il y a des mâchoires tendues, des sourires qui s'usent comme le vernis d'une vieille table, des regards qui se perdent entre les notifications du téléphone. Le corps est présent, mais l'énergie erre, dispersée en 1000 fragments que d'autres collectent et utilisent à leur avantage. L'épuisement n'est pas toujours visible, mais on le ressent quand tu rentres chez toi et que tu t'effondres sur le lit sans envie de rien, te demandant à quel moment tu t'es de nouveau vidé. Redéfinir la valeur de ton énergie,
c'est comprendre que tout ce que l'environnement te demande ne mérite pas une réponse automatique. Chaque « oui » que tu prononces sans vouloir est un micro-prêt de vitalité que tu ne récupères jamais complètement. Chaque minute investie à plaire aux autres par peur d'être jugé est un paiement invisible dont la facture arrive sous forme d'épuisement, d'irritabilité, de cette sensation d'être toujours occupé mais jamais satisfait. Apprendre à filtrer les stimuli, à mettre un prix sur ton attention est un acte de respect de soi que peu osent exercer. Mais c'est la différence cruciale entre être une ressource étrangère et être le maître de ta journée. Le stoïcisme ne te demande pas de te cacher du monde, mais d'être implacable dans le choix de l'énergie que tu donnes. Le geste de dire non n'est pas de l'arrogance, c'est une protection. Le silence face à la pression collective est un investissement dans ta clarté mentale. Ton énergie est ton capital. Personne d'autre ne la protégera si tu ne le fais pas. Ne vends pas à bas prix ce qui te coûte à recharger. Regarde avec honnêteté quelles célébrations, quelles personnes et quels engagements te nourrissent vraiment et lesquels te pressent juste jusqu'à te laisser en réserve. La fête peut continuer sans toi. L'événement social peut se passer de ta présence, mais ton énergie perdue ne se récupère pas avec des likes ni avec des applaudissements vides. Le véritable changement se produit lorsque tu réalises que gérer ton énergie est aussi crucial que gérer ton argent ou ton temps. Tu cesses de te donner par peur du rejet et commences à investir dans ce qui renforce ton caractère, dans les relations qui t'élèvent, dans les espaces où tu peux respirer et penser sans la pression de t'intégrer. La qualité de ta vie dépend de l'endroit où tu places ton énergie. Si tu ne redéfinis pas sa valeur, tu resteras la source silencieuse qui alimente le spectacle des autres, tandis que ta réserve interne s'éteint peu à peu. L'autonomie commence au moment où tu décides de ne plus être la batterie portable des autres et commence à recharger uniquement sur ce qui t'importe vraiment. 5. Résiste à la pression d'agir comme tout le monde. Personne ne va t'applaudir pour penser différemment. C'est la dure réalité que la plupart préfèrent ignorer. Résister à la pression d'agir comme tout le monde implique de payer un prix, celui d'être pointé du doigt, incompris, voire ridiculisé par ceux qui vivent enchaînés par l'habitude. Ne te laisse pas tromper par le discours bon marché de l'authenticité facile. Être différent quand tout le monde applaudit est simple, mais défier le script collectif en pleine saison de consommation de masse est une autre histoire. L'inconfort que tu ressens lorsque tu décides de ne pas suivre le courant n'est pas un défaut. C'est le symptôme que ta volonté est en train de s'éveiller. Mais c'est là que la plupart abandonnent sans se battre, justifiant leur obéissance par des phrases creuses comme « c'est juste une fois par an » ou « je ne veux pas de problème ». Des excuses. Ce qui te paralyse vraiment, c'est la peur de porter le poids de ta propre décision, la terreur que les autres remarquent que tu sors du moule et pendant un moment que tu cesses d'être invisible au sein du troupeau. La pression sociale est le filtre qui sépare ceux qui parlent seulement de liberté de ceux qui l'exercent par des actes concrets. Si tu craques au premier geste de désapprobation, alors ton autonomie n'est qu'une pause. Le système n'a pas besoin de chaîne physique pour te plier, il lui suffit de la force invisible de l'approbation collective. On t'apprend depuis petit à ne pas te démarquer, à faire taire ta voix intérieure quand elle contredit la norme, à ressentir de la culpabilité si tes choix dérangent ceux qui t'entourent. Le résultat est une génération d'adultes fatigués de feindre l'enthousiasme, mais trop à l'aise pour sortir de la file. Et puis, tu te demandes pourquoi tu ressens ce vide après chaque célébration. Pourquoi la satisfaction s'évapore si vite et la dette émotionnelle et financière reste? Ce n'est pas de la magie, c'est une conséquence. L'obéissance répétée devient un reflet. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces le schéma et tu deviens ton propre geôlier. Tu veux une phrase à retenir? Le prix d'être pareil est la trahison de ce que tu es. Il n'y a pas de concession mineure. Chaque concession est une fracture dans ton caractère qui, additionnée, finit par te transformer en spectateur de ta propre vie. La véritable différence ne réside pas dans ce que tu dis,
mais dans ce que tu as le courage de soutenir lorsque tout le monde te pousse dans la direction opposée. Rompre la dynamique d'agir comme les autres n'est pas une question de rébellion superficielle, mais de discipline mentale et de clarté de but. On va te regarder bizarrement, on va questionner tes motivations, on va essayer de te ramener dans le circuit de l'approbation mutuelle. Ta tâche est de résister à cette traction, même si cela implique de porter le poids de l'inconfort de la différence. La pression est réelle, mais ton droit à décider ce que tu célèbres, comment tu le célèbres et surtout pourquoi, l'est aussi. Tu n'as pas besoin de permission pour vivre selon tes propres termes, mais tu dois supporter le poids de la désapprobation des autres sans vendre tes principes au premier rabais émotionnel qu'on te propose. Cesse de chercher la validation de ceux qui n'osent rien remettre en question. Le respect de soi ne se mendie pas, il se construit à travers des décisions inconfortables et cohérentes. Chaque fois que tu résistes à la pression d'agir comme tout le monde, tu entraînes ce muscle interne qui te sépare de la médiocrité et te rapproche de l'autonomie réelle. Le stoïcisme n'est pas une posture passive ni un déguisement de supériorité, c'est la pratique quotidienne de choisir délibérément, même lorsque le monde entier exige ta soumission. Être différent n'est pas un accident, c'est une conquête. Si tu oses supporter le poids de cette conquête, tu découvres que la solitude temporaire est le prix le plus bas face à la liberté de ne jamais te trahir à nouveau. Le contraire est facile, suivre le courant, te dissoudre dans la foule, faire semblant que rien n'importe. Mais tu sais la vérité, vivre en pilote automatique, c'est mourir à petit feu. La prochaine fois que la pression d'agir comme tout le monde te submerge, souviens-toi que chaque choix conscient est un acte de résistance et que la dignité n'est jamais bon marché. 6. Utilisez l'argent comme un outil, pas comme une échappatoire. L'argent n'est pas un refuge, c'est un outil. C'est la vérité inconfortable que la plupart préfèrent ignorer lorsque les dates arrivent où tout l'environnement vous pousse à dépenser comme si votre valeur dépendait de la quantité de billets que vous laissez à la caisse. L'impulsion d'acheter, de faire des cadeaux par obligation, de se lancer dans ce jeu de donner et paraître, ne naît pas d'un besoin réel, mais du désir d'échapper à vos propres vides, de couvrir l'inconfort avec des objets, de vous anesthésier avec la promesse d'une satisfaction qui ne dure jamais. Utilisez l'argent pour fuir votre malaise, votre solitude, la pression de vous intégrer ne fait que vous enfoncer davantage dans la dette qui ne se voit pas toujours dans les chiffres, la dette envers vous-même pour ne pas affronter ce qui vous pèse réellement. Il est facile de justifier chaque dépense avec l'excuse que c'est une occasion spéciale, mais cette phrase est le déguisement parfait de l'évasion. Parce qu'au fond, vous le savez, vous n'achetez pas des cadeaux, vous achetez de petites trêves à votre propre inconfort. Derrière chaque décision impulsive, derrière chaque carte que vous passez sans réfléchir, il y a une croyance installée depuis des années, que l'argent peut acheter la paix, l'acceptation, ou au moins quelques minutes de calme face à l'anxiété que vous ne voulez pas regarder en face. Mais le soulagement que procure le fait de dépenser impulsivement est aussi fragile qu'un bandage sur une plaie que vous ne laissez jamais cicatriser. On vous a appris à associer l'argent à l'évasion, évasion du jugement des autres, de la peur d'être moins, du silence inconfortable à une table pleine de gens qui sourient par habitude. Le système sait que tant que vous utilisez l'argent pour fuir, vous ne le verrez jamais comme un outil, mais comme une bouée de sauvetage qui finit toujours par vous enfoncer davantage. Le piège fonctionne parce qu'il se nourrit de votre besoin d'évasion, pas de votre véritable volonté. Reconnaître ce mécanisme interne est brutalement inconfortable, mais nécessaire si vous voulez sortir du cycle. L'argent n'a de sens que lorsque vous l'utilisez pour construire, pas pour couvrir, pour investir dans ce qui vous renforce, pas dans ce qui vous endort. Chaque fois que vous dépensez pour éviter de sentir, le prix est double. Vous perdez votre épargne extérieure et vous vous endettez encore plus avec votre intégrité.
L'acte d'acheter devrait passer par le filtre de l'utilité, de la cohérence avec vos valeurs et de la question inconfortable de savoir si vous choisissez depuis la liberté ou depuis l'évasion. La plupart n'osent pas se confier parce qu'ils craignent qu'en regardant de front leur relation avec l'argent, les justifications qu'ils ont soutenues pendant des années s'effondrent. Mais cette sincérité est la seule véritable issue. Dépenser pour fuir est une défaite invisible. Rappelez-vous cette phrase la prochaine fois que votre main cherchera le portefeuille sans que votre esprit soit présent. L'utilisation consciente de l'argent est un acte de discipline silencieuse. Ce n'est pas se refuser tout, ni devenir un martyr de l'austérité, mais assumer la responsabilité de décider depuis la lucidité, pas depuis l'impulsion. L'argent bien utilisé vous donne des options, renforce votre autonomie et devient une extension de votre volonté, pas une chaîne de plus. Mais cela n'arrive que lorsque vous avez le courage de freiner, de vous interroger avec une honnêteté brutale sur pourquoi et pour qui vous dépensez. Lorsque vous choisissez depuis la conscience, même l'acte le plus simple d'achat ou de cadeau se transforme en une déclaration d'indépendance intérieure. Le véritable luxe est de ne pas avoir besoin de fuir vous-même. Entraîner cette vision nécessite une vigilance constante, car le monde ne va pas cesser de vous offrir des excuses pour dépenser dans ce dont vous n'avez pas besoin. Chaque fois que vous utilisez l'argent comme un outil au lieu d'un refuge, vous récupérez une partie de votre pouvoir. L'argent ne résout pas les vides, il ne fait que les déguiser. Si vous parvenez à graver cette idée, chaque décision financière cesse d'être une fuite et devient un acte de construction. Ainsi commence la véritable liberté, lorsque vous cessez d'utiliser l'argent pour fuir et commencez à l'utiliser pour avancer. 7. Choisis tes rituels, pas ceux hérités. Un dimanche comme les autres, après le repas en famille, quelqu'un propose de faire le même toast que d'habitude. Personne ne se demande si ce rituel a encore un sens. On se contente de répéter la séquence. Mots usés, rires automatiques, photos avec la même pose d'année en année. À cet instant, cela semble innocent, presque inévitable, mais ce qui se passe réellement est un ajustement silencieux de tes propres limites. Chaque fois que tu acceptes un rituel hérité sans l'examiner, tu renforces l'idée que ton temps, tes gestes et même tes émotions peuvent être administrés par habitude et non par choix. Le système social s'appuie sur ces petits actes non questionnés pour te maintenir prévisible, pour s'assurer que ta vie suit un scénario écrit par d'autres, où la tradition pèse plus que l'honnêteté. La cause n'est la malveillance de personne, mais la peur collective de défier ce qui est connu et d'affronter l'inconfort de la différence. Lorsque tu analyses la logique derrière ces rituels, tu vois qu'ils fonctionnent comme des ancrages psychologiques. Ce sont des mécanismes qui te lient à la répétition, sous prétexte d'identité, d'union, de normalité. Mais à quel prix? Le coût est de perdre la faculté de choisir ce que tu célèbres et comment tu le fais. Tes rituels deviennent des exigences externes et ton autonomie s'érode à chaque geste automatique. Le résultat est une vie qui, bien qu'elle semble tienne en surface, répond davantage à la programmation collective qu'à tes véritables priorités. C'est là que réside le piège. Plus tu répètes l'hérité sans filtre, plus il devient difficile de distinguer ce qui t'importe vraiment de ce que l'on t'a seulement appris à valoriser. La répétition sans sens est l'usine de la médiocrité. Cette phrase devrait toujours être présente à ton esprit lorsque tu ressens la tentation de ne pas questionner. Il ne s'agit pas de détruire tous les rituels, ni de rejeter la convivialité par principe, mais de filtrer avec rigueur ce qui mérite d'être conservé et ce qui n'a plus sa place dans ta vie. Le stoïcisme propose ce filtre. Te demander avec une brutalité honnête si chaque rituel ajoute ou soustrait à ton caractère, s'il te rapproche de la liberté ou t'enchaîne un peu plus. Prendre cette décision exige un travail intérieur inconfortable, car cela implique de décevoir des attentes, de supporter des regards de perplexité et d'affronter le vide temporaire qui surgit lorsque tu sors du scénario. Mais cet inconfort est le juste prix de l'autonomie, la capacité de choisir tes propres rituels,
même si cela signifie être seul un temps ou sembler bizarre aux yeux de ceux qui n'osent jamais remettre quoi que ce soit en question. Le confort est l'ennemi du choix. Chaque fois que tu cèdes par inertie, le muscle de ta volonté s'atrophie un peu plus. L'analyse doit être froide. Quels rituels te construisent et lesquels n'existent que par pression ou par peur du désaccord? À qui sert-il que tu participes sans réfléchir? Si la réponse est que tu répètes seulement pour éviter les conflits ou pour ne pas te sentir différent, alors ce rituel ne t'appartient pas. Tu as le droit et la responsabilité de redessiner tes propres symboles, de créer des façons de célébrer ou de marquer le temps qui reflète tes valeurs actuelles, pas seulement celles qui t'ont été héritées sans consultation. Choisir tes rituels n'est pas un acte de rébellion vide, mais de maturité psychologique. C'est l'exercice conscient de mettre ta vie sous tes propres termes, même si cela implique de perdre les applaudissements faciles de la foule. La vraie liberté commence lorsque tu décides de ne plus être l'écho des coutumes des autres et que tu oses être l'architecte de tes propres actes. 8. Construire la liberté en agissant en dehors du script. Ce qui est inconfortable dans tout cela, c'est que chaque fois que je décide de ne pas suivre le script, je ne le fais pas avec la certitude de celui qui a déjà trouvé toutes les réponses, mais avec le poids interne du doute et l'inconfort de me sentir hors de place. Il y a un moment où tu te rends compte que tu ne corresponds pas à la scène que d'autres ont montée. Tu es dans la salle. Tout le monde répète des blagues que tu connais par cœur. Quelqu'un débouche une bouteille avec l'enthousiasme appris des années précédentes et tu perçois la chorégraphie exacte de gestes, de rires et de phrases qui se répètent comme dans un cycle programmé. Ton corps est assis à la table, mais ton esprit enregistre chaque petit détail. L'échange de regards quand tu décides de ne pas lever ton verre, le silence gênant quand tu refuses une invitation, la tension subtile dans la mâchoire de celui qui sent que ta simple négation menace l'équilibre rituel. Ce n'est pas facile, ce n'est pas héroïque, c'est simplement honnête. Tu ressens le poids de la différence, la pression des attentes flottant dans l'air, le froid laissé par l'isolement volontaire. Mais quelque chose s'active à cet instant. Ce n'est pas une rébellion vide, mais la clarté brutale de savoir que chaque acte en dehors du script est, en réalité, un acte de construction interne. La liberté ne se voit pas, mais elle se ressent dans le pouls accéléré lorsque tu décides de ne pas participer à une dépense inutile, dans la sueur froide qui parcourt ton dos lorsque tu préfères le silence à la conversation vide, dans le regard de surprise de ceux qui ne comprennent pas pourquoi tu choisis de passer une nuit seule, à lire ou à écrire, au lieu de te joindre à la célébration programmée. L'environnement social répond rapidement. Gestes de désapprobation, questions gênantes, le murmure que tu es devenu étrange. Et là, juste là, c'est là que commence le vrai travail. Personne ne te prépare à l'inconfort physique de briser le moule, la tension dans les épaules, le cœur qui s'accélère lorsque tu sens les yeux se fixer sur toi, la sensation d'être sur le bord de la photo de groupe, même si tu es au centre de la salle. Mais c'est le véritable coup d'entraîner l'autonomie, supporter l'inconfort immédiat pour gagner en clarté à long terme. Agir en dehors du script ne signifie pas crier ta différence ni chercher de l'attention, mais soutenir des décisions petites et cohérentes au milieu de la pression. C'est le geste de ne payer que pour ce dont tu as besoin. La fermeté de dire « non, merci » quand tout te pousse à accepter. Le calme de rester chez soi quand l'agenda social exige une présence obligatoire. Chacun de ces actes est une brique dans ta liberté. La liberté se construit dans l'inconfort, geste par geste. Il n'y a pas de grands discours, juste des choix concrets qui s'enchaînent jusqu'à former un caractère difficile à manipuler. Le quotidien devient le véritable terrain d'entraînement. Le supermarché rempli de stimuli conçus pour activer ton impulsion réactive, le groupe familial qui insiste sur le fait que c'est ainsi que cela a toujours été fait, le collègue qui attend que tu dépenses plus juste pour ne pas rompre l'harmonie. Chaque fois que tu choisis selon ton propre critère, même si personne ne le célèbre, tu marques une limite invisible que personne d'autre ne peut tracer pour toi. Le prix est réel,
moins d'acceptation automatique, plus de solitude transitoire, l'inconfort de te sentir observé comme si tu étais une erreur dans la matrice. Mais derrière cette friction, la récompense est tangible. Des jours plus légers, moins de dettes, une énergie qui ne s'épuise pas à plaire à tout le monde et surtout la certitude que tes actions répondent à ta volonté et non à la programmation collective. Sortir du script n'est pas un acte de rupture spectaculaire, mais la somme quotidienne de micro-décisions inconfortables. L'autonomie s'entraîne dans le supermarché, à table, sur l'écran de confirmation d'un achat que tu décides de ne pas faire. Chaque acte en dehors du script est un investissement dans ton caractère. Personne ne va t'applaudir pour cela, mais personne ne pourra non plus contrôler une vie que peu à peu, tu reconstruis depuis l'honnêteté et l'intention. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.